Bonsoir. En lieu et place d'enquête exclusive, ce soir, M6 vous propose un film d'une intensité exceptionnelle. Il raconte une histoire d'aujourd'hui. Cette histoire, c'est celle du conflit entre Israël, qui a fêté cette année ses 60 ans d'existence, et la Palestine, un pays qui n'est pas reconnu par l'ONU, mais qui existe bel et bien dans le cœur de millions de Palestiniens à travers le monde. Vous avez peut-être regardé jeudi dernier De Auschwitz à Jérusalem. Ce film se terminait en 1948. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la suite, toujours de la même manière, c'est-à-dire sans vous asséner une leçon d'histoire avec des dates, des chiffres, des faits racontés de manière soi-disant objective. Nous allons vous faire partager le destin d'hommes et de femmes, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, qui ont été les acteurs de ce conflit du Proche-Orient. Un conflit qui presque tous les soirs déferle sur nos écrans. Cette histoire qui conditionne l'avenir de la planète se passe dans une région grande comme un mouchoir de poche. C'est là que sont nées trois grandes religions monothéistes. Cela se passe aussi dans une région de la planète riche en pétrole. C'est dire à quel point les regards du monde entier se portent sur ce conflit. Ce film est libre de droit pour les professeurs qui peuvent le montrer en classe à l'appui de leurs cours. Israël-Palestine, 60 ans de violence. C'est un film de Mathieu Schwartz. Le 14 mai 1948, à Tel Aviv, David Ben Gourion proclame la création de l'État d'Israël. Le peuple juif a enfin un pays. 3 ans après la chute du nazisme et le massacre de 6 millions d'entre eux, les Juifs peuvent s'établir sur la terre de leurs ancêtres. Mais pour les Arabes qui vivent sur cette même terre de Palestine, ce jour-là est celui de la Nakba, la catastrophe. Fuyant les combats ou chassés par l'armée sioniste, plus de 700 000 Arabes quittent le pays. Les familles sont persuadées qu'elles ne partent que pour un temps. Pourtant, ces réfugiés vont bientôt devenir un peuple en exil, qui cherche par tous les moyens à rentrer dans le pays qu'il appelle Palestine, et que d'autres appellent Israël. Guerre. Armée clandestine. Terrorisme. Révolte populaire. Et répression. Attentat suicide. Et représailles. Et parfois, tout de même, un espoir de paix. La lutte pour cette même terre, revendiquée par deux peuples, se poursuit sans relâche depuis 60 ans. Une institutrice palestinienne devenue pirate de l'air. Un étudiant du Caire, promu commandant de la guérilla. Un enfant de Gaza, qui a grandi dans un camp de réfugiés. Mais aussi le fils d'un pionnier d'Israël, réserviste de l'armée. Et un jeune réalisateur de Tel Aviv, plongé malgré lui au cœur de l'intifada. À l'aide de photos et de films personnels, voici comment 5 destins, radicalement différents, ont traversé une tragédie dont on ne voit pas la fin. « 1949.
voici les frontières d'Israël. Plus de 700 000 Palestiniens se sont réfugiés dans les pays voisins. Au Liban, en Syrie et dans 2 parties de l'ancienne Palestine qui sont restées arabes. La Cisjordanie, annexée par la Jordanie, et la bande de Gaza, sous contrôle égyptien. Les réfugiés sont massés aux frontières. Ils sont partis dans la précipitation et ils attendent de rentrer chez eux. « 1967, 18 ans plus tard, les réfugiés sont toujours là. Les constructions en béton ont peu à peu remplacé les tentes de fortune. Mais l'espoir d'un retour en Palestine est toujours aussi fort. Leila Khaled est une jeune enseignante de 23 ans. C'est une révoltée, grande admiratrice de Che Guevara. Dans son journal, elle écrit: Les sionistes nous ont chassés de notre patrie. Ils vivent dans ma ville parce qu'ils sont juifs et qu'ils possèdent la force. Mais un jour, nous, les rescapés du désert, nous aurons cette puissance et nous reprendrons la Palestine. Leila Khaled habitait sur la côte méditerranéenne, à Haïfa, dans les beaux quartiers de la ville. À la création d'Israël, sa famille a fui les combats et s'est réfugiée au Liban. La voici avec ses frères et sœurs devant la maison. C'est la plus petite, elle a 4 ans. C'était juste avant son départ. Et depuis, elle prépare son retour. I was knitting canvas. Je faisais de la broderie sur un canevas. J'en faisais tout le temps pour l'accrocher dans notre maison à Haïfa. C'était une illusion, mais j'étais persuadé que nous allions libérer la Palestine. Dans les années 60, la Palestine de Leila Khaled a déjà changé. Israël est un pays en plein développement, où l'on vit à l'occidental. Une nouvelle génération est née, qui n'a connu ni le nazisme, ni l'exode. Sur les plages de Tel Aviv ou d'Elat, on est loin des préoccupations de la jeune Palestinienne. Pourtant, ce printemps 1967, Leila Khaled a des raisons d'y croire. Dans les capitales arabes, la foule est chauffée à blanc. Ici, en Égypte, les manifestants crient mort aux Juifs. Le président, Gamal Abdel Nasser, appelle à détruire Israël. Il est soutenu par son allié soviétique et par le monde arabe qui ne veut pas de ce nouveau voisin. La guerre de reconquête semble imminente. Au sud, l'Égypte rapproche ses troupes de la frontière. À l'ouest, l'armée jordanienne est en état d'alerte. Au nord, c'est la Syrie qui se prépare à la guerre. Et sur les radios arabes, on prévient les Juifs en hébreu. La catastrophe va s'abattre sur vous. Mais Israël va prendre tout le monde de vitesse. Le 5 juin 1967, à 7h45, l'aviation israélienne décolle en direction du Caire. Les pilotes n'ont été informés de leur mission qu'au dernier moment. En quelques minutes, les avions sont en Égypte. Les Israéliens ont attaqué les premiers. L'aviation égyptienne est anéantie.
Au sol, les tanks israéliens enfoncent les troupes ennemies sur toutes les frontières. Parmi les chars, il y a celui du commandant Uri Hurwitz de la 45e brigade. Uri est né ici. Il a grandi en même temps que le kibboutz. Ce bout de terre, c'est toute sa vie. Il est très fier de ce que ses parents ont construit. Et pour lui, cette guerre est une question de survie. On défendait notre maison. On n'a pas d'autre endroit où aller dans le monde. Aucun autre. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient gagné? Ils nous auraient tous exterminés. Et ça, on le savait. Mais les troupes israéliennes ne se contentent pas de défendre. Elles conquièrent de nouveaux territoires. Au sud, elles envahissent le Sinaï et cette petite bande de terre qu'on appelle Gaza, où sont installés plusieurs camps de réfugiés palestiniens. Parmi eux, il y a le camp de Rafah. Les réfugiés sont loin du mode de vie moderne et occidental de Tel Aviv. Ils vivent à une autre époque. Il n'y a pas d'eau courante dans les maisons, ni d'électricité. À quelques rues de la route principale, habite le petit Abdel Salam Shehadeh, 5 ans et demi, avec ses frères et sœurs. Son père a connu l'exode de 1948. Il vivait un peu plus au nord, dans un village qui appartient maintenant aux Israéliens. Ce matin-là, Abdel Salam est en train de dormir quand les premiers chars israéliens entrent dans le camp de Rafah. J'ai été réveillé soudainement. Il y avait des gens partout dans la rue. On entendait « Les Juifs sont entrés dans la ville ». C'est la panique. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Dans la rue principale, je vois plein de cadavres. Pour nous, après 67, tout allait changer. À Jérusalem aussi, tout va changer. Les Israéliens envahissent la partie arabe de la ville sainte. Un rêve qu'ils n'avaient pu réaliser en 1948, lors de la guerre d'indépendance. Après 2000 ans d'exil, les Juifs sont à nouveau maîtres du mont du Temple, le premier lieu saint du judaïsme. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, l'homme au bandeau, et le général victorieux Yitzhak Rabin sont au pied du mur des lamentations. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. J'étais en contact radio avec mon chef. Et un gars que je connaissais était à Jérusalem. Il a appelé toutes les unités. Et il nous a dit, on a conquis Jérusalem. Et moi, j'étais là, assis, dans mon tank. Ça m'a fait quelque chose quand j'ai entendu à la radio qu'on avait pris le mur des lamentations. Même aujourd'hui, je ressens des choses que je ne peux pas expliquer. Yitzhak Rabin, le général victorieux, devient un héros national. Dans quelques années, il sera même le chef du gouvernement israélien. Son triomphe est absolu. Soldier is very good soldier. He
has got the will to fight, the understanding what for is fighting, the courage to fight, and the training to fight. En 6 jours seulement, les armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes sont défaites. Ces images de déroute arabe font le tour du monde. Non seulement Israël n'a pas été détruit, mais l'État juif multiplie sa surface par 4. Les soldats de l'État hébreu ont planté leur drapeau dans le Sinaï, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans le Golan. En 1967, le regard du monde va changer. Israël n'est plus le petit État hébreu assiégé, héritier de l'Holocauste. Ainsi, à Paris, le général de Gaulle lance cette définition polémique du peuple juif. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Le ton est donné. Israël n'est plus une victime. C'est devenu une puissance militaire. Dans les pays voisins, la défaite arabe est une surprise. Salah al-Tamari est palestinien, né à Bethléem. Quand la guerre commence, il fait ses études au Caire. Il ne participe pas aux manifestations contre Israël parce qu'il révise ses examens. Mais il écoute la radio égyptienne qui annonce des grandes victoires arabes. Jusqu'au jour où il découvre la vérité. Je me souviens, je revenais de l'université. Et quand je suis arrivé dans mon immeuble, il y avait un voisin qui écoutait la radio anglaise. Et c'était le ministre de la Défense israélien, Moshe Dayan, qui faisait une conférence de presse à Jérusalem. Ça a attiré mon attention. Je me suis arrêté pour écouter et il disait « On est arrivé là et on n'a pas l'intention de partir ». J'ai réalisé que tout ce qu'on entendait à la radio arabe était faux. Les Israéliens occupaient la Cisjordanie, les Israéliens occupaient le Sinaï et les pays arabes avaient perdu la guerre. Je ne tenais plus sur mes jambes. Je me suis effondré dans les escaliers. J'étais démoralisé, complètement anéanti. Dès lors, Salah al-Tamari a une certitude. Pour combattre Israël, les Palestiniens ne pourront compter que sur eux-mêmes. Mais il leur manque une armée et un chef. Un camp d'entraînement en Jordanie. Depuis quelques années déjà, une organisation clandestine forme des combattants. Le Fatah. Son chef s'appelle Yasser Arafat. C'est un ingénieur. Il est né en Égypte, mais son père est de Gaza et sa mère de Jérusalem. Arafat n'a jamais eu confiance dans les pays arabes. Il veut créer une armée palestinienne indépendante. Ce n'est encore qu'un inconnu, qui vit caché dans une grotte, avec quelques combattants. Mais tout va changer après la bataille de Karameh. Karameh, c'est un camp de réfugiés en Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière. Yasser Arafat y tient son quartier général. D'ici, les combattants lancent leurs opérations de guérilla vers Israël. Parmi eux, il y a maintenant Salah al-Tamari, l'ancien étudiant du Caire.
À l'époque, il n'y avait pas vraiment de chaîne de commandement. On était un petit groupe. Il y avait notamment Arafat. Chaque jour, on attendait notre tour pour passer la frontière et participer à une opération en territoire occupé. Ce que j'ai fait plusieurs fois. Le 18 mars 68, un bus scolaire israélien explose sur une mine posée par le Fatah. Il y a une trentaine d'enfants blessés et 2 morts. Pour Israël, c'est insupportable. Les représailles sont massives. Une armée de 6500 soldats doit anéantir Karameh et ses 300 fédayines. Mais contre toute attente, les Palestiniens tiennent leur position. Al-Tamari est chargé de la résistance. Ce qui est important à Karameh, c'est que nous, des jeunes gars, nous avons décidé de combattre. L'objectif, ce n'était évidemment pas de détruire l'armée israélienne, mais de prouver qu'on était des vrais combattants, prêts à mourir pour leur pays. Et on savait que chaque mort serait remplacée par des centaines, et peut-être des milliers de volontaires. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Après 15 heures d'affrontement, les blindés israéliens entrent dans Karameh. Les Palestiniens sont décimés. La moitié ont été tués. Les autres sont prisonniers ou en fuite. Mais pour la première fois, depuis la guerre des 6 jours, des Palestiniens ont résisté à Israël. Des soldats hébreux sont blessés, il y a même des morts. La défaite militaire devient une victoire psychologique pour les Palestiniens. Aux yeux du monde arabe, le chef des combattants est un héros. Yasser Arafat sort de la clandestinité. Il donne ses premières interviews à la presse internationale. We are going to establish our own Palestinian democratic state, a state in which everybody, all citizens, Christians, Jews, Muslims, are going to live on equal basis and in brotherhood. Il prend la tête de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui regroupe tous les mouvements de lutte. À 40 ans, avec ses lunettes noires et son kéfier, il incarne désormais la résistance palestinienne. Pendant ce temps, Leila Khaled, la jeune institutrice palestinienne, s'entraîne dans un camp militaire. Elle n'est pas dans le Fatah de Yasser Arafat. Elle a rejoint le FPLP, une branche plus radicale de la guérilla. Et elle attend sa première mission. En 69, elle est enfin convoquée. Et ce qu'on lui demande alors est tout à fait extraordinaire. Mon chef m'a demandé, est-ce que tu es prête à mourir? J'ai dit, bien sûr que oui. Et il m'a dit, c'est pas ça la question. Est-ce que tu es prête à aller en prison? Bien sûr. Il y a beaucoup de mes camarades, de mes frères et sœurs dans les prisons israéliennes. Il m'a dit, c'est pas non plus la question. Es-tu prête à détourner un avion? J'ai rigolé. C'était tout nouveau pour moi, toute cette terminologie. Je rigolais et il m'a demandé pourquoi tu ris. Je lui ai expliqué que je m'imaginais en train de courir avec un avion sur le dos et que tout le monde me courait après. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il m'a dit, tu es prête? Je lui ai répondu que j'étais prête pour tout. Mais je lui ai demandé,
est-ce que je vais aller en Palestine? Il a répondu, on verra. 29 août 1969. Un vol TWA, Los Angeles-Tel Aviv, fait une escale à Rome. Leila Khaled monte à bord avec un complice. Parmi les passagers, il devrait y avoir Yitzhak Rabin, le général victorieux de la guerre des 6 jours. Il fallait faire quelque chose pour que le monde entier se pose la question. Mais qui sont donc ces Palestiniens? Il était clair que si nous détournions un avion avec une personnalité comme Rabin à bord, Israël ne pourrait pas l'ignorer et serait obligé de l'échanger contre des prisonniers. Malheureusement, Rabin a changé d'avion à Rome. Après le décollage, les 2 pirates font irruption dans le cockpit. Le vol qui devait atterrir à Tel Aviv est détourné vers la Syrie. Il survole Israël. Pour la première fois, Leila Khaled revoit Haïfa, la ville de son enfance. J'ai demandé au pilote de descendre. Il est descendu. Des avions militaires israéliens nous ont encerclés. Alors j'ai dit à la radio, nous sommes le Front populaire de la Palestine libre. Répétez. Le type de la tour de contrôle a dit Front populaire Palestine. J'ai dit, je ne vous comprends pas. Dites-le clairement. Et il l'a répété clairement 3 fois. Pour moi, c'était une victoire. C'était la première fois de notre vie qu'on entendait dans une autre langue quelqu'un dire la Palestine libre et arabe. Quelques minutes plus tard, l'avion se pose en Syrie. Les passagers sont évacués. Les pirates de l'air font exploser l'appareil. Un geste spectaculaire pour interpeller l'opinion publique. Leila Khaled fait la une des journaux. Mais elle ne va pas s'arrêter là. By hijacking that plane, we can tell those people that there's a war, there's a cause here in the Middle East. So just not come here. Now you are continuing to fight for that cause and fighting that war. Yes. Au nord d'Israël, le réserviste Uri Hurwitz doit à nouveau quitter son kibbutz de Kfar Giladi. Mais cette fois, ce n'est pas pour rejoindre son tank. Le gouvernement l'a recruté pour renforcer la sécurité à bord des avions. Uri impose des nouveaux contrôles dans les aéroports et des hommes armés sur les vols de la compagnie israélienne El Al. Des mesures qui vont tout changer. « 6 septembre 70, aéroport d'Amsterdam. Le vol El Al en direction de New York va décoller. Parmi les passagers, personne n'a remarqué Leila Khaled et son complice, Patrick Arguello, un militant sud-américain. Malgré les mesures de sécurité, ils sont montés à bord, armés de pistolets et de grenades. Leila est passée inaperçue. Elle a fait 3 opérations de chirurgie esthétique pour ne pas être reconnue. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a à bord plusieurs hommes armés. Ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens ont commencé à tirer à la minute où on s'est levé. On a demandé aux gens de rester calmes. J'ai couru vers le cockpit. Patrick était derrière moi, ça tirait de partout. Quand l'avion se pose à Londres, Patrick Arguello est mort.
Leila Khaled est aussitôt emprisonnée. Mais pas pour longtemps. Car à quelques milliers de kilomètres de là, 3 autres avions ont été détournés par des pirates du groupe de Leila Khaled. Ils ont atterri sur un aéroport désaffecté aux mains des Palestiniens, à Zarqa, en Jordanie. C'est une opération sans précédent. 400 passagers américains, anglais et suisses sont retenus en otage. Les Fedayines veulent les échanger contre des prisonniers. Et Leila Khaled fait partie des conditions. Our demands and conditions are very clear, and we will not go back on them no matter what happens. These conditions are the release of Comrade Leila Khaled and the martyr's body, and their arrival to a safe place in exchange for the British hostages. En Israël, le Premier ministre Golda Meir demande la plus grande fermeté. Elle ne veut pas que les Anglais libèrent Leila Khaled. What are they going to do when they'll be free? This young lady will go to a convent. She will get married and raise children. She will go back to her teaching position. She announces. She will do it again. She will try to do it again. I don't know on which plane after this. Après 6 jours de tractation, les otages sont relâchés. Ils sont encore tous surpris de leur aventure. La plupart n'avaient jamais entendu parler de la Palestine. En échange, les pirates de l'air obtiennent la libération de prisonniers. Et une fois encore, devant les caméras du monde entier, ils font exploser les avions. Leila Khaled est extradée vers l'Égypte, où de mauvaises nouvelles l'attendent. Les Égyptiens pleurent la mort de leur président, Gamal Abdel Nasser, l'homme qui prétendait détruire Israël en 1967. Leila a perdu un de ses héros. Mais d'autres événements, plus graves encore, se sont produits dans un pays voisin. L'explosion des avions à Zarqa a provoqué la fureur du roi Hussein de Jordanie. Depuis quelque temps déjà, le roi ne supporte plus ces Palestiniens qui se croient dans son pays comme chez eux. Leurs milices contrôlent des quartiers entiers de la capitale, Amman. Certains de leurs dirigeants appellent même ouvertement à renverser le roi. Hussein sait qu'il est en danger. L'explosion des avions est le prétexte qu'il attendait. Le 17 septembre, il lance ses troupes à l'assaut des camps de réfugiés. Des milliers de morts. Un carnage dont il n'existe presque aucune image. Et que les Palestiniens appelleront Septembre Noir. Une fois encore, Salah al-Tamari est au cœur des combats. Ça a été plus douloureux encore que Karameh et que la guerre des 6 jours. Quand on se bat contre les Israéliens, on s'attend à tout. Ils ont occupé notre terre, ce sont nos ennemis. Mais là, c'est la Jordanie. Ce sont nos frères. On fait partie du même peuple, de la même nation, de la même culture. Malheureusement, c'est arrivé. Et on a payé le prix fort. Un nouvel exode commence.
Les combattants palestiniens et leurs familles sont chassés du pays. Ils fuient la Jordanie en direction du Liban. C'est de là que Yasser Arafat et ses troupes entendent désormais mener le combat. Le chef de l'OLP pourra compter sur le soutien du commandant de Karameh. Salah al-Tamari l'accompagne à Beyrouth. Leila Khaled aussi part au Liban. Désormais, elle s'occupe de l'instruction dans des camps d'entraînement. Ces 2 détournements ont fait d'elle une star. Mais l'époque des prises d'otages qui se termine bien est révolue. Septembre 1972, Jeux Olympiques de Munich. Il se passe quelque chose dans le pavillon israélien. Au balcon, des hommes cagoulés. Un commando palestinien a pris en otage la délégation israélienne. Il s'appelle Septembre Noir, en mémoire du massacre jordanien. C'est un événement mondial. Jamais les Palestiniens n'ont été aussi médiatisés. L'opération se termine en tragédie. La police allemande donne l'assaut. Les preneurs d'otages ont exécuté les 11 athlètes avant d'être abattus ou arrêtés. Et le terrorisme sanglant n'en est qu'à ses débuts. C'est dans ce climat qu'est né Yariv Horowitz à Tel Aviv, en Israël. Sa mère est une pacifiste militante de gauche. Son père est plutôt libéral. Et pourtant, même si à la maison Yariv entend parler de bonheur et de paix entre les peuples, l'atmosphère générale du pays est pesante. Quand on était enfant, on avait très peur des Arabes, à cause des attaques terroristes à la télé et dans les journaux. Beaucoup d'histoires violentes étaient colportées sur ce que les Arabes faisaient. C'est comme ça qu'on a grandi ici, dans la peur. Mais au début des années 70, le terrorisme n'est pas la seule menace. Le petit Yariv a d'autres raisons d'avoir peur. « 6 octobre 73. Il est 14 heures quand retentissent les sirènes d'alarme en Israël. On est en plein jeûne du Kippour, la fête juive du Grand Pardon. Un de mes premiers souvenirs, ce sont les sirènes de Yom Kippour, en 73. J'avais 2 ans, et je m'en souviens, à cause du choc de ma mère, courant, avec le landau. Je ne sais pas si je m'en souviens, ou si elle m'en a parlé, mais c'est là, quelque part, dans mes souvenirs. Cette fois, c'est une nouvelle guerre. L'Égypte et la Syrie attaquent. Les voisins arabes veulent récupérer les territoires perdus pendant la guerre des 6 jours. À Gaza, dans le camp de réfugiés de Rafah, tout près de l'ancienne frontière égyptienne, le petit Abdel Salam a grandi. Il a maintenant 11 ans. Il va à l'école mise en place par les Nations Unies. Ce jour-là, il écoute son émission préférée à la radio. La radio a commencé à diffuser les hymnes nationaux.
On a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et on a appris que les Égyptiens avaient envahi le Sinaï. Je me souviens du maire qui nous a demandé de monter sur le toit pour vérifier si les balles étaient égyptiennes ou israéliennes. Les Israéliens sont pris au dépourvu. 6 ans après le triomphe de la guerre des 6 jours, le pays est menacé. Le réserviste Uri Hurwitz, l'homme du kibboutz, est parti en mission à l'étranger. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il se rue dans le premier avion. Quand la guerre du Kippour a éclaté, j'étais au Canada. Et je suis tout de suite revenu en Israël. Il n'y a aucun autre pays au monde, ni en France, ni en Italie, ni même aux États-Unis, où les gens reviennent pour se battre. Les jeunes, de partout, comme je l'ai fait, en laissant tout tomber. La guerre du Kippour n'est pas qu'un conflit de plus entre juifs et arabes. C'est une crise mondiale. Car les pays arabes ont une nouvelle arme, le pétrole. Ils refusent de vendre leur production aux amis d'Israël. En Amérique, en Europe, le prix de l'essence s'envole. Le choc pétrolier va bousculer l'économie mondiale pendant des années. Après 15 jours de combat et de lourdes pertes, Israël a tout de même gagné la guerre. Mais le pays a montré sa fragilité. Faire la paix devient une nécessité. Et son principal adversaire y est prêt. Le 19 novembre 1977, l'impensable se produit. Anwar el-Sadat, le président égyptien, se rend à Jérusalem. Jamais un dirigeant arabe n'était venu dans l'État hébreu. Uri Hurwitz est au pied de l'appareil. Lui qui est si fier d'être israélien, il est impressionné par le sang-froid du président égyptien. Quand il est sorti de l'avion, il a salué tout le monde. Il a serré des mains, dit bonjour. Puis il est allé voir le général Motagour. Sadat lui a dit « Alors, tu croyais pas que j'allais venir, hein ?» Eh bien, me voilà. Et on lui a répondu « Bienvenue ». Il fallait beaucoup de courage pour venir. Et il l'a fait. Quelques années plus tard, Sadat le paiera de sa vie. Il sera assassiné par un islamiste radical. Mais pour l'heure, il fait un triomphe au Parlement israélien. Let us decide one thing. It must go on, face to face, between us and between you, so that even an old lady like I am will live to see the day. I've always said that. You always call me an old lady, Mr. President. Tout sourire, il plaisante avec l'ex-premier ministre Golda Meir. Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter, and thank you for your present that you have given me. Au même moment, à 200 km de là, au Liban, Yasser Arafat harangue ses troupes. Pour les siens, cette visite n'est pas une bonne nouvelle. Un pays arabe pactise avec l'ennemi et le sort des Palestiniens passe au second plan. C'était un jour noir pour nous tous.
Parce que c'était la première fois que quelqu'un violait notre pacte contre Israël. Voilà un peuple qui occupe notre pays, qui nous a expulsés par la force, et malgré tout, un leader arabe va négocier avec eux, à nos frais. Un an plus tard, l'Égypte et Israël signent la paix à Camp David aux États-Unis. En échange, les troupes israéliennes évacuent le Sinaï, qu'elles occupent depuis la guerre des 6 jours. Pour la première fois, l'État hébreu est en paix avec un voisin. Mais dans les camps de réfugiés, rien n'a changé. Ici, au Liban, on en est à la 3e génération. Les Palestiniens arrivés en 1948 ont eu des enfants, des petits-enfants, qui n'ont pas de nationalité. Ils ne sont que réfugiés. Dès leur naissance, on leur apprend qu'ils ne sont pas chez eux et qu'un jour ils vont rentrer en Palestine. Ils connaissent tout de Jérusalem, de l'histoire palestinienne et de ses symboles. Les réfugiés sont encadrés et formés par les troupes de l'OLP. Depuis son exil de Jordanie, Yasser Arafat a fait du Liban son nouveau quartier général. Il est ici comme chez lui. Il a constitué une véritable armée qui multiplie les attaques au nord d'Israël. La réaction de l'État hébreu ne va pas tarder. En 1982, Israël se prépare donc à une intervention au Liban, baptisée « Paix en Galilée ». Yariv a maintenant 11 ans. Il est fier de voir son grand frère partir au front. Je me rappelle que j'étais très fier à l'idée que mon frère aille servir mon pays et le défendre. Il partait pour nous aider à survivre. Et lui aussi, il était très content de partir. Quand il est revenu, c'était une autre histoire. Beyrouth, la capitale du Liban. Les Israéliens assiègent la ville. L'opération Paix en Galilée s'est transformée en guerre. À l'origine, les troupes ne devaient s'avancer que de 40 km pour sécuriser la frontière. Mais les généraux israéliens veulent en finir avec l'OLP. Ils ont poussé jusqu'à Beyrouth. Des semaines de batailles de rue, de face à face au milieu des civils, dans les rues de la capitale. Après 70 jours de combat, les Palestiniens sont laminés. Les combattants sont évacués de Beyrouth grâce à l'intervention internationale, et notamment celle d'un contingent français. Cette fois, Salah al-Tamari ne partira pas. Il est fait prisonnier. Il sera libéré 1 an plus tard, lors d'un échange contre des soldats israéliens.
Quant à Leila Khaled, elle est bien dans un des camions qui roule vers le port. Elle est enceinte et elle vient de se marier. C'était très dur pour nous. Dans le camion qui partait vers le port, j'étais en pleurs tout le long, parce que je sentais que c'était un nouvel exode, loin de notre patrie. Après la Jordanie, le Liban, les Palestiniens reprennent la route de l'exil. Yasser Arafat embarque pour la Tunisie, avec 4000 combattants. Mais leur famille reste sur place, et un nouveau drame les attend. Quelques jours après le départ des combattants, dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila, des centaines de femmes et d'enfants palestiniens sont massacrés. Ce sont les hommes d'une milice chrétienne qui sont venus venger l'assassinat de leur chef, le nouveau président libanais. Un carnage. L'armée israélienne était là. Elle a laissé faire. En Israël, 400 000 personnes scandalisées descendent dans la rue. C'est la plus grosse manifestation de l'histoire du pays. Yariv est dans la foule avec ses parents. C'était gigantesque. Il y avait énormément de gens. Il y avait beaucoup de colère, ça c'est sûr. Et les gens avaient honte. Je crois qu'ils voulaient montrer au monde entier qu'ils n'étaient pas responsables de ça et qu'ils étaient contre toute cette opération de guerre au Liban. Les Israéliens sont déroutés. Ils ne supportent pas l'idée que leur armée ait pu commettre une faute. Ils se croyaient victimes, ils se retrouvent agresseurs. Et ils vont bientôt découvrir que la révolte gronde à leur porte. La bande de Gaza en 1987. Le petit Abdel Salam est devenu informaticien. Il vient d'avoir 26 ans et il s'est marié avec sa voisine. La vie à Gaza rappelle celle des villes arabes de Jordanie ou d'Égypte. À une différence près. C'est un territoire occupé depuis la guerre des 6 jours il y a 20 ans. Les patrouilles de soldats israéliens sont quotidiennes. Abdel Salam ne les supporte plus. On vit dans ce camp depuis toujours. Et on voit des patrouilles tout le temps. C'est comme un mur entre vous et votre vie, vous et votre liberté. Ces soldats sont un obstacle à vos espoirs, à vos rêves, et vous ne pouvez pas partir. Le 8 décembre 1987, tout bascule. Les habitants descendent dans la rue et jettent des pierres sur les soldats israéliens. Un banal accident de voiture a tout déclenché. C'est le début de l'intifada, un mot arabe qui veut dire soulèvement. Abdel Salam a une caméra. Il filme. Et parfois, comme les autres, il jette des pierres. C'est la première fois que des gens se sont mis à ramasser des pierres et à les jeter. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai posé ma caméra et j'ai jeté des pierres, au moins 5 ou 6.
C'était devenu une évidence. Il fallait qu'on jette des pierres. La raison est très simple. C'est pour leur dire, que faites-vous ici? Votre langue est différente. Vous avez un uniforme difficile à accepter. Vous vous comportez mal avec moi. Vous fermez la porte. Vous fermez la fenêtre. Plus d'occupation. Le message est très clair. Face aux lanceurs de pierres, Yitzhak Rabin, le général vainqueur de 1967. Il est ministre de la Défense. Comme les autres, Rabin est pris de court. Il est persuadé que c'est une révolte sans lendemain. Il choisit la fermeté. Il recommande à ses soldats d'être plus agressifs. Il leur demande même expressément de battre les lanceurs de pierres quand ils sont pris sur le fait. Loin du tumulte, à Tel Aviv, Yariv Horowitz est devenu un adolescent. Il profite de ces derniers instants de tranquillité. À 18 ans, comme tout citoyen israélien, il doit faire ses 3 ans de service militaire. En pleine intifada, il est envoyé dans les territoires occupés. Comme il fait partie du cinéma des armées, on lui commande des films de propagande. Un jour, ils m'ont envoyé chez les paras pour faire un film, pour booster le moral des troupes. Ils étaient en fin de service militaire et ça devait leur faire un souvenir des derniers jours. C'était censé être un film très gai et très drôle. Mais les interviews vont déraper. Face à lui, les soldats se confessent. Ils racontent qu'ils sont désorientés par cette drôle de guerre et qu'ils deviennent des brutes. Ils m'ont raconté ce qu'ils faisaient. Combien ils étaient frustrés de courir après des enfants qui leur lançaient des pierres toute la journée sans les attraper. Et comment ils les attrapaient maintenant, avant même qu'ils ne jettent des pierres. ברחוב, ואנחנו רואים איזה חבורה של איזה 5 נערים יושבים, משחקים לי 6 ושותים לי תה, אני שלום ושלווה, אנחנו חברים. עוברים, הופכים להם את השולחן, מתחילים לפרק אותם ממכות, והמ"מ אומר מה אתם עושים? ואנחנו יודעים במילא שאחרי שנלך עוד 10 מטר, הם יסתובבו, התחילו לצעוק, חייל הומו, חייל מניאק, התחילו לצעוק עלי אבנים ובקבוקים. אז אני בא במודעות כזאת, יאללה, אני אפרק אותם מעכשיו לפני זה, כי אחר כך במילא אני לא אתפוס אותם. Quand j'ai montré le film à mes chefs, ils ont été choqués. Parce que personne n'imaginait ça. De notre point de vue, l'armée israélienne était la plus morale de toutes. La moralité était sa base. Nous sommes juifs, nous avons survécu à l'Holocauste, on doit être très moral. Et quand je suis rentré, ils ont découvert la réalité. Des gamins de 18, 19 ans, et moi aussi j'avais 19 ans, qui avaient complètement perdu la tête. Le film de Yariv est un électrochoc qui remonte au sommet de l'État. Le Parlement israélien interdit à un même soldat de rester plus de 3 mois en territoire occupé. Mais chaque jour d'intifada, le fossé entre arabes et juifs se creuse un peu plus. « 13 septembre 1993, à Washington, la Maison-Blanche. Après 6 ans de guerre des pierres,
enfin un immense espoir. Yasser Arafat a été surpris par l'intifada. Pour ne pas se laisser déborder, il doit absolument reprendre l'initiative. Face à lui, le nouveau Premier ministre est Yitzhak Rabin. Il a compris son erreur. L'intifada n'est pas un feu de paille. Il faut négocier. Entre eux, il y a l'Amérique de Bill Clinton qui joue un rôle décisif. La première guerre du Golfe en Irak a laissé des traces. Depuis 1991, les Américains sont convaincus qu'il faut pacifier cette région du monde au plus vite. Tout n'est pas réglé, mais la paix est en marche. Après des mois de négociations secrètes à Oslo, en Norvège, ils vont signer un accord qui prévoit une autonomie de la Palestine. Les Israéliens s'engagent à retirer leurs troupes de Gaza et de Cisjordanie. À terme, ces territoires pourraient devenir un État palestinien. Le monde entier attend l'événement. La poignée de main entre les deux ennemis mortels d'hier ne va pas de soi. Quand je regardais la télévision, je voyais les images saigner. Je voyais le sang des martyrs, de tous ceux qui étaient morts au combat. Et quand Arafat a serré la main de Rabin, je l'ai détesté à ce moment-là. Ouais, vraiment. Pour nous, quand on voit l'image de Yasser Arafat, elle est forcément accompagnée de sang. Alors quand on le voit serrer la main de Rabin, on a des sentiments très partagés. Je me rappelle Arafat arrivant pour serrer la main de Rabin. C'était une grande question en Israël de savoir s'il fallait lui serrer la main ou pas. Et la pause avant que Rabin ne tende sa main, il est comme ça et puis il se dit « Allez, allons-y ». The time for peace has come. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Quelques mois plus tard, grâce aux accords d'Oslo, Yasser Arafat, le chef des combattants, rentre pour la première fois en Palestine. Il fait une entrée triomphale à Gaza. Il sera bientôt le premier président de l'autorité palestinienne. Abdel Salam a maintenant 4 enfants. Il est devenu caméraman dans une agence de presse. C'est un jour inoubliable. Moi, depuis mon enfance, je voyais Arafat à la télé. C'était notre héros, le symbole même de notre résistance. Moi, j'ai cru à ce jour-là, quand Arafat est entré dans Gaza. J'ai ressenti des choses très fortes. J'ai fait des images, des visages, des gens heureux. Là, on se dit que la paix peut réussir. Je suis très optimiste à ce moment-là. Vraiment. Dans l'euphorie des négociations, quelques exilés sont autorisés à rentrer. Salah Al-Tamari, le commandant de Karameh. Pour la première fois depuis la guerre de 1967, il peut retourner dans sa ville de Bethléem. Le cas de Leila Khaled est plus compliqué. Israël ne veut pas d'une ancienne terroriste.
elle obtient tout de même une autorisation exceptionnelle de se rendre pour quelques jours dans les territoires occupés. Dès que j'ai vu le drapeau israélien, c'était terrible pour moi. C'est la première chose que j'ai vue en passant la frontière. Mais je voulais voir les miens. J'y suis allé et mon peuple m'a reçu. Je n'aurais jamais rêvé une chose pareille. C'était comme si je connaissais tout le monde, alors que je ne connaissais personne. Leila Khaled se rend à Gaza pour participer au Congrès national palestinien. Abdel Salam est là. Il filme son interview. I don't think so. You don't think so? I'm allowed to. Quand on voit une femme comme Leila Khaled qui a détourné un avion et qu'on la voit là, on se dit que peut-être c'est le début de la paix, que les Israéliens vont faire des concessions, que les Palestiniens vont faire des concessions, qu'on est au début d'une nouvelle ère. Mais c'est pas ce qui s'est passé. « 4 novembre 1995. La place des rois d'Israël à Tel Aviv est noire de monde. La plus grande manifestation depuis Sabra et Shatila. C'est un rassemblement pour la paix. Côte à côte, le drapeau israélien et palestinien. À la tribune, le Premier ministre Yitzhak Rabin est ému. Il ne s'attendait pas à une telle foule. Depuis qu'il a serré la main d'Arafat, une partie des Israéliens l'accuse de trahison. Les quelques paroles de cette chanson seront ses derniers mots. Quelques secondes plus tard, il quitte la tribune. Un extrémiste juif lui tire 3 balles dans le dos. Those words cannot express my true feelings. Let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend. Je ne sais pas comment dire mon sentiment sur cet animal sauvage qui l'a tué. J'étais vraiment très, très mal. Pas seulement moi, tout Israël. On a perdu un chef. C'était vraiment un très, très grand chef. L'assassinat de Rabin est un coup dur pour un processus de paix déjà bien mal en point. Ses successeurs n'ont pas toujours les mêmes certitudes. Certains, comme Ariel Sharon, déclarent même ouvertement que les accords d'Oslo sont la plus grande catastrophe jamais arrivée à Israël. Des colons juifs, de plus en plus nombreux, s'installent dans les territoires occupés. Ils veulent rendre impossible la création d'un État palestinien. Et ils le disent ouvertement. It's our country. It's not Palestine, and it's not the Palestinian state.
It's Israel, it's the holy Jewish state, and I'm a Jew, and every Jew has a right to live in the Jewish state and stand wherever he or she wants. Côté palestinien aussi, le processus de paix a de sérieux adversaires. Et Yasser Arafat est de plus en plus contesté. Depuis un moment déjà, l'islam radical venu d'Iran prend de l'influence dans tout le Proche-Orient. Arafat est dépassé par des mouvements religieux extrémistes qui refusent la négociation avec Israël. Le plus important d'entre eux est le Hamas. Ce parti s'est rendu incontournable en s'impliquant dans la vie sociale et dans les écoles. Peu à peu, l'intégrisme s'installe chez les Palestiniens. Je me souviens de ma sœur qui avait des vêtements modernes, des robes, des jupes courtes. Maintenant, les femmes sont toutes pareilles, en noir. De part et d'autre, la tension monte. Tout est prêt pour une nouvelle explosion. Automne 2000, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une nouvelle intifada commence. Mais celle-là n'a plus rien d'une révolte spontanée. Très vite, elle se transforme en véritable guerre. Les fusils ont remplacé les pierres. Les combats de rue font des centaines de morts. L'attentat suicide est la nouvelle arme palestinienne. Des kamikazes qui se revendiquent du Hamas ou du djihad islamique se font exploser dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv. À chaque fois, les mêmes scènes de panique et les mêmes images de carnage. Yariv Horowitz, le jeune Israélien qui avait filmé l'intifada, est devenu réalisateur. Il vit dans le quartier en vogue de Tel Aviv. Il a peur de sortir de chez lui. On avait peur, tout le temps. C'était 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. On ne savait jamais. Il y a eu un attentat à 2 minutes d'ici. Il y en avait partout. C'était déprimant. Vraiment déprimant. À chaque attentat, Israël répond par la violence. Des quartiers entiers sont bombardés dans les territoires occupés. Quand Israël lance une opération de représailles sur le camp de Rafah, Abdel Salam est en train de filmer. Il voit son quartier d'enfance disparaître sous ses yeux. Le voici en t-shirt orange avec sa caméra.
Ce jour-là, il échappe de peu à la mort. Les Israéliens ont tout détruit. Je ne pouvais même plus atteindre mon quartier. Tous mes amis, mon école primaire, détruite. C'est terrible l'école. On a plein de souvenirs. On ne retrouve plus rien. C'est comme si mon histoire était morte. Parce que quelqu'un est venu et a tué mon rêve. C'était comme ça à Rafah. Je ne pouvais pas y croire. Yasser Arafat, le vieux leader palestinien, n'est plus qu'une ombre. Le Hamas ne reconnaît pas son autorité et les Israéliens ne veulent plus parler avec lui. Il est malade. Fin octobre 2004, il est évacué vers la France pour être hospitalisé. Al-Tamari, le commandant de Karameh, se souvient de leur dernier dîner. J'ai dîné avec lui un jour avant qu'il parte pour Paris. C'était Ramadan. J'étais seul à partager ce repas avec lui. Il était faible, vraiment très faible. Et quand il est parti, je savais que je ne le reverrais jamais. Arafat n'a jamais manqué de courage. Il est allé au bout de ses idées. Et si notre mouvement de résistance a survécu, c'est grâce à lui, personnellement. Et c'était quelqu'un qui pouvait faire la paix avec les Israéliens. Avec la mort d'Arafat, les Palestiniens ont perdu leur guide. Déçus par le processus de paix et par le Fatah, ils se tournent massivement vers le Hamas qui remporte les élections. Pour l'Europe et l'Amérique, le Hamas au pouvoir, c'est inacceptable, même après une victoire démocratique. Ils coupent leurs subventions à la Palestine. La situation empire. Les troupes du Fatah et du Hamas se lancent dans une guerre fratricide entre Palestiniens. C'est surtout sur Gaza que se focalise l'attention du monde. En 2005, Israël se débarrasse de ce territoire. L'armée se retire de Gaza pour la première fois depuis 1967. Même les colons juifs, furieux, doivent partir. Ils sont obligés d'abandonner leur maison. Leur protection coûte trop cher. Israël ne veut plus de Gaza. Les Palestiniens fêtent le départ des soldats hébreux. Pourtant, ces images sont illusoires. Car Israël garde la maîtrise de toutes les frontières et donc de l'économie de la région. En 2007, quand le Hamas prend le pouvoir, Israël impose un blocus total du territoire. La bande de Gaza n'est plus qu'une immense prison. Depuis, chaque semaine, le Hamas envoie des roquettes en Israël. Et Israël répond par des raids aériens sur Gaza.
Après 60 ans de violence, la paix n'a pas fait beaucoup de progrès. À l'image de ce mur construit par l'État hébreu. Un mur de plus de 700 km qui serpentera bientôt autour de toute la Cisjordanie, traversant parfois des villages. Une barrière de sécurité pour se protéger des attentats suicides, disent les Israéliens. Un mur de la honte pour rendre la vie impossible, disent les Palestiniens.